À l'innovation, à la transformation, à l'innovation, au passage à l'échelle de la chaîne de développement applicatif. Et normalement, nous avons donc Alexandre Vasseur de chez VMware Tanzu en ligne. Est-ce que vous nous entendez, Alexandre? Bonjour. Et Franck Liseau qui est venu nous rejoindre sur le plateau, que je remercie. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va déjà peut-être VMware Tanzu une petite présentation en quelques mots au sein d'un grand groupe avec différents métiers. Peut-être Alexandre, qui peut nous présenter le groupe. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, VMware Tanzu, nous sommes une entité spécialisée chez VMware. Donc 3000 personnes sur les trajectoires de modernisation applicative par le biais de la technologie du multi-cloud et des containers, mais aussi par le biais des pratiques. On s'est aperçu en effet que les deux éléments sont extrêmement importants. Il va falloir moderniser l'infrastructure, mais il va falloir aussi moderniser le chemin que les applications prennent entre le code ou entre l'idée vers le code et vers la production. Donc tout ce chemin qui constitue un périmètre technologique et un périmètre de pratique, et parfois même moderniser l'application elle-même. C'est un des gros enjeux, notamment des entreprises qui ont un portefeuille applicatif avec beaucoup de variétés. Donc VMware s'est organisé pour adresser cette problématique avec plusieurs acquisitions, notamment celle de Pivotal. Ça a donné naissance à VMware Tanzu, un portefeuille de technologies avec une plateforme multi-cloud et containers et un ensemble de pratiques qui nous permet d'adresser au travers de 27 labs à travers le monde une capacité d'accompagnement de nos clients pour faciliter et accélérer cette transformation par la co-création en termes de projets sur l'innovation et sur la modernisation applicative. Donc, nos clients, ça inclut par exemple Thales, Air France KLM, Renault. Et Franck, mon collègue, va pouvoir articuler justement l'importance de la pratique, l'importance du savoir-faire sur ce périmètre-là. Très bien. Alors je crois que vous avez une petite vidéo d'introduction sur un témoignage utilisateur là, qui est l'équivalent d'un décathlon, c'est ça, qui est Dick Sporting. Si on peut lancer la petite vidéo en régie de ce témoignage. I am what some people call a lifer. I've been at Dick's Sporting Goods for 19 years now. I've been in technology and application development the entire time. Ten years ago, you were just one of 10 other teams that were really doing the same things. We would only get a couple of projects out the door a year. We couldn't continue doing it the way we were. When Pivotal came in, we looked at building that platform as a service and doing that internally. So we're not dependent on a monolithic application to provide that service. The aha moment for me was when my application transformation team took a trip to Pivotal Labs in DC. You know, adaptability to be able to jump into a collaboration room with a whiteboard and throw some stickies up, and we can take a picture and have an artifact that we can work from. As we started to pair more and more, there was definitely a level of excitement, a level of collaboration, a level of understanding of different people's perspectives. We've seen a shift in morale and accountability. So we see people take more pride because it's their code. They get to decide when and how they push it out to production. We also have teams that are now starting to submit their own patents, which we were never able to do before. And we completely shifted our mindset. And instead of these large projects, they're working on just small iterations. They'll have stories that they're defining. And when that story's ready, we can ship that story. You see the value every day. We went from teams deploying monthly, potentially weekly if they were lucky, to days, hours. We wanted to learn how Pivotal worked. When we brought it back here, we needed to migrate that into how Dick's Sporting Goods does business. Instead of saying this is the Pivotal way, what we did is took the best parts of it and then implemented it as the DSG way. On le voit, Franck, c'est vraiment comment se réinventer, inventer un nouveau modèle, changer plus de collaboration, changer la culture de l'entreprise et pour démontrer de la valeur immédiate. Alors, comment VMware Pivotal Labs accompagne justement ces entreprises dans leur transformation? Alors, je crois que vous avez des petits slides en support, donc si on peut les afficher. Voilà, un peu comment vous abordez cette transformation avec vos clients, Franck. Alors, tout d'abord, le cas de Dick's Sporting Goods, c'est un cas typique. Oui.
Vous pouvez rapprocher le micro. Ouais, c'est un cas typique de chez nos clients, c'est-à-dire une société qui est assez importante, retailer, qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires et qui est partie d'un mode plutôt cycle en V, avec beaucoup de moyens, avec une grosse équipe IT et qui ne savait pas comment démarrer sa transformation. Et effectivement, grâce à notre méthodo, vous avez vu, en fait, ils sont partis, on a travaillé avec eux dans un mode immersif pour pouvoir les aider à transformer. Et en fait, chez Pivotal, VMware Pivotal Labs, on a deux gros principes. Le premier principe, c'est que nos clients ont plutôt une stratégie innovation first, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour innover, on va mettre en place une Digital Factory, travailler sur des nouvelles idées, les déployer en production, travailler sur un mode MVP, et puis au fur et à mesure, les mettre en production. Donc on va très très vite pour mettre en place un nouveau produit, mais on commence à ralentir quand on veut les mettre en production, parce qu'on se rend compte qu'on a des problématiques de sécurité sur lesquelles il faut s'appuyer, qu'on a des problématiques d'ops, etc. Et donc on est dans un espèce de système qui est faussement rapide, où on se dit, on va vite, on déploie des nouveaux produits, mais ça ralentit un petit peu. On est dans un water drill, pour ceux qui connaissent un peu le principe. Et nous, en fait, chez VMware Pivotal Lab, depuis pas mal d'années, en fait, on a un principe un petit peu inversé qui est de dire, au moment où on a une nouvelle idée, mais comment va-t-on faire pour le mettre le plus rapidement possible en production, c'est-à-dire dans un environnement cloud, on a parlé tout à l'heure du cloud. Et nous, l'innovation est vraiment liée à la capacité à délivrer en production dans un environnement cloud mixte. Et on inverse un peu le paradigme en travaillant, en tâtelant les problèmes les plus compliqués dès le départ, c'est-à-dire comment je fais pour mieux travailler avec les ops, comment je fais pour utiliser mon environnement multi-cloud, etc., etc. Et donc, on travaille d'abord sur la partie plateforme, comme vous le voyez sur la pyramide un peu inversée, et en même temps sur tous les principes d'innovation, de développement, donc sur les pratiques agiles, sur les problématiques de pratiques techniques, du TDD, du Test Driven Development, etc. Et ensuite sur on est vraiment dans un mode DevOps. Est-ce que vous vous rapprochez, n'oubliez pas de rapprocher le micro. Voilà. Excusez-moi. Et donc, une deuxième slide. Et donc, une chose qui est vraiment importante dans notre principe, c'est qu'au-delà de toutes les pratiques qu'on a dans notre équipe de consultants, parce qu'on a des ingénieurs, on a des product managers, des product designers, des gens qui font de la data, et la chose qui est vraiment différente dans notre méthodologie, c'est le pairing. Le pairing, c'est deux personnes qui travaillent sur une même tâche en même temps. Ça a plusieurs avantages, deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a un produit de meilleure qualité, puisqu'il y a deux cerveaux qui travaillent sur la même chose. On va plus vite, puisque très rapidement, quand on a deux personnes qui travaillent sur les mêmes sujets, on fait moins d'erreurs. Et le troisième cas qui nous intéresse dans le scaling en fait, des Digital Factory, c'est on ne forme pas le client, on enable le client à utiliser nos pratiques. Comme vous voyez un peu sur ce schéma, c'est que on peut démarrer très rapidement avec une équipe full Pivotal à travailler, à déployer un produit avec nos équipes, mais très rapidement, on rentre dans un mode immersif où on emmène les équipes du client avec nous et qui apprennent à travailler de la même manière que nous. Et ensuite, on adapte un peu nos méthodos, parce qu'on est très, comment dire, on est très opinionated, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on a des recettes de cuisine agiles qui nous permettent de faire des choses très précises, mais on sait qu'on doit adapter nos méthodes au contexte du client. Et au fur et à mesure, on déploie toute cette capacité de déploiement agile au sein de l'entreprise, avec leur application des process à la fin. Alors quels sont les principaux freins d'une part de l'industrialisation et du passage à l'échelle? Alors, on a un peu parlé avec les intervenants précédents. Alors, on voit plusieurs freins. Le premier frein est au niveau organisationnel, bien entendu. Donc on est la plupart du temps la Digital Factory. Quand on démarre une Digital Factory, on reste très souvent au niveau du MVP, donc on fait beaucoup de choses très rapidement, mais ça ralentit quand on veut mettre en production et qu'on veut mettre ces produits à la disposition des utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le premier frein, il est organisationnel et pas technique, quoi. Non, c'est vraiment organisationnel, c'est vraiment la première chose qu'on voit chez nos clients. Par exemple, comme vous voyez dans le cas d'Exporting Good, c'est une société qui a beaucoup de capacités techniques, mais leur frein était au niveau de l'organisation, pas au niveau de la technique. Ensuite, le deuxième frein aussi, c'est le challenge, plutôt, pas un frein, challenge, c'est par rapport aux ressources, aux compétences qu'on a en interne, comment on fait pour recruter les bonnes ressources qui sont bien formées et surtout les retenir.
Et le troisième point, c'est là aussi, c'est le classique, c'est les silos. Comment se battre contre l'effet silo? Parce que bien entendu, on a toujours des équipes, on a l'effet silo qui est créé par une Digital Factory qui est un peu toute seule dans l'organisation et qui doit aussi discuter avec les autres business units, avec les équipes IT et corporate, etc., etc. Le second challenge qu'on voit aussi chez nos clients, c'est la capacité à prouver la valeur de la Digital Factory. On est très souvent dans une manière un peu quantitative. On a délivré X MVP cette année, etc., etc. Nous, ce qu'on essaye de démontrer, c'est comment les projets qui ont été livrés pendant l'année rencontrent les enjeux du top management. Puis il faut le prouver rapidement. Et il faut le prouver rapidement, puisque sinon on peut avoir des problématiques de confiance vis-à-vis de la Digital Factory, donc dans des grosses entreprises. Je citerai quelques clients de chez nous, par exemple chez Renault ou d'autres. On arrive où il y a certaines business units qui préfèrent travailler avec leurs partenaires habituels, des Atos, des Capgemini, que travailler avec la Digital Factory interne. Le troisième point qui est aussi un gros challenge et qu'on fait notre cheval de bataille, c'est sur la partie en fait legacy. On en a parlé brièvement aussi précédemment, c'est que la plupart des projets qui sont stratégiques pour une grosse société s'appuient sur le legacy. Et ce qu'on voit très souvent chez nos clients, c'est qu'une fois qu'on a développé notre idée et qu'on souhaite la déployer, on se rend compte qu'il faut modifier un pan plus ou moins gros du legacy. Donc on a des codes qui peuvent dater d'il y a 10 ans ou de 20 ans ou 30 ans. Par exemple, pour un de nos clients qui est Pôle emploi, en fait, effectivement, on a dû travailler sur des problématiques de modification du code COBOL qui datait d'il y a plus de 20 ans. Et donc, chez nous, on a des spécialistes de la modernisation, et ça c'est un vrai challenge pour vraiment les grosses sociétés. C'est comment je fais pour intégrer le legacy dans ma stratégie d'innovation. Et le quatrième point, qui est très technique, on a mis le cloud, mais c'est comment fait-on, enfin, je pense que ça ne nous a pas échappé aujourd'hui que sur la partie infrastructure, un des standards aujourd'hui est Kubernetes, donc qui nous permet donc d'être plus performant sur la partie cloud et sur la partie management des containers. Eh bien aujourd'hui, certains de nos clients ont une stratégie d'innovation, mais ont mis un peu de côté la stratégie infrastructure. Et en fait, ça va de pair. Il faut être capable de pouvoir innover, d'itérer rapidement, et en même temps de pouvoir déployer rapidement. Dans des environnements de plus en plus hybrides et complexes, on parle de plus en plus, c'est pas un cloud, mais plusieurs clouds qu'ont les entreprises. Quoi. Exactement. Donc une problématique plateforme. Problématique plateforme. Alexandre, comment les entreprises appliquent-elles la transformation à l'ensemble de leur patrimoine applicatif? Quels sont les grands pans technologiques à considérer? Oui, je pense qu'avec la perspective que Franck vient d'évoquer, on s'aperçoit que la plupart des entreprises ont un héritage. Alors on peut appeler legacy, moi je préfère appeler ça héritage. Et cet héritage, il est parfois mesuré sur un axe purement technique, de la dette technique, on entend ce terme-là. Du coup, on voudrait faire potentiellement soit un gros déménagement, donc on va entendre les termes move to cloud, et d'un coup, comme ça, on se dit on va tout déménager dans le cloud, ce sera mieux. Alors qu'en fait, on ne change rien, on fait un déménagement. Si je déplace mes meubles d'un endroit à un autre, j'ai toujours les mêmes meubles. Et sinon, on a un patrimoine où on va se dire je ne vais pas le déplacer, je vais tout réécrire. Et en général, on tombe sur l'écueil que Franck a évoqué, qui est ce patrimoine, il est vraiment interdépendant. On ne peut pas tout réécrire, il va falloir trouver des incréments et en fait travailler une catégorisation entre ce qu'on peut vraiment déplacer parce que ça n'a pas d'autre intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à le transformer. Il y a une vraie économie à potentiellement le déplacer vers une stratégie de cloud qui peut être un cloud interne, nouvelle génération via une infrastructure nouvelle génération plus consolidée, qui peut peut-être introduire un mouvement vers la virtualisation, vers la containerisation ou un déplacement externe purement sur un axe économique. Et puis il y a vraiment l'autre axe qui est on va le changer soit en modernisant de manière incrémentale des composants logiciels et des applications, soit et souvent avec de l'innovation, donc en fabriquant des nouvelles API, des nouveaux systèmes d'engagement, du digital, mais qui finalement vient s'appuyer sur les données, les API existantes et qu'on va du coup moderniser en même temps. Donc c'est vraiment l'aspect refactoring ou remplacement
de notre patrimoine applicatif sur lequel on va forcément se positionner avec une approche nouvelle et des technologies nouvelles. Donc là, on va être sur globalement du container par défaut, du cloud native par défaut, du DevOps par défaut. Ce serait un peu fou de faire autrement. Ceci dit, il faut arriver à s'outiller quand on passe par là. Donc il faut arriver à s'outiller sur le point de départ et la trajectoire, donc bien définir ce cadran, cette prioritisation de notre patrimoine applicatif sur un axe de dette technique et d'opportunités techniques à moderniser et sur la business value, la valeur métier qu'on en attend. Est-ce qu'on est bloqué pour aller vers l'innovation, capturer des nouveaux revenus, ou est-ce qu'on est purement sur quelque chose qui nous bloque techniquement mais qui n'a pas une valeur métier intrinsèque directe? Donc vraiment bien faire cette analyse. Et surtout, éviter de s'enfermer dans, je pense, deux sujets. Le premier, c'est le propriétaire. Si on n'a pas une stratégie multi-cloud, si on ne fait pas attention aux aspects technologiques sous-jacents, on risque de partir sur une mono-trajectoire et de se réenfermer sur un élément très propriétaire. Et quelque part, ça va nous emmener vers un Big Bang, parce qu'on n'a qu'une approche, on est all-in, donc ça a l'air sympa, on est all-in, c'est super motivant, mais en fait, à la fin, on est enfermé. Et l'arrivée n'est pas beaucoup plus proche par rapport à ce qu'on se disait. Chez VMware Tanzu, on insiste beaucoup sur l'adéquation de la technologie avec les écosystèmes. On est un gros acteur de l'open source, des écosystèmes de containerisation comme Kubernetes qui sont open source, des écosystèmes multi-cloud avec un ensemble d'éléments qui assurent la réversibilité, la portabilité de ces workloads, quel qu'en soit le format. Est-ce qu'on est sur un format de serveur physique qui est dans le cloud, de VM qui passe dans le cloud ou de container qu'on peut déployer explicitement d'un cloud à un autre de manière portable. Et la deuxième mécanique, c'est de penser que la technologie fait tout. Donc ça, c'est un peu le tout ou rien dans le cloud, la technologie fait tout. Et là, en fait, on oublie que le vrai acteur du changement, notamment sur, non pas le déménagement, ça c'est les déménageurs qui peuvent le faire, mais sur le refactoring, le rebuild, c'est les équipes. Donc il va falloir enabler les équipes, accompagner ce changement, cette prioritisation. Et c'est là qu'on est sur un chantier justement de passage à l'échelle par nos équipes, par du changement organisationnel, pour s'assurer de la continuité de la valeur, la continuité des pratiques et la mise en place du passage à l'échelle. C'est un des chantiers, par exemple, qu'on articule, nous, chez un client comme Air France KLM. Air France KLM, c'est plus de 2000 développeurs, c'est plus de 2500 applications. Le cloud, ça ne se fait pas en un jour. Il y a déjà aussi un cloud privé. Donc, quand on dit cloud, on ne veut pas dire cloud public, on veut bien dire une dynamique de type cloud qui met des éléments as a service aux besoins des projets et notamment des concepts applicatifs as a service. On ne veut pas une nouvelle infrastructure dans un cloud et gérer encore du calcul, du disque, du réseau. C'est très compliqué pour un projet, ça ne change rien. On veut du container, on veut du réseau automatisé, on veut de l'observabilité avec vraiment une capacité d'être concentré sur les applications et pas de redescendre dans l'infrastructure. Donc un cloud au service des applications. Et on a vu l'émergence dans les périmètres technologiques justement de la problématique de l'expérience du développeur, ou au sens large du DevOps, qui doit tirer la plus grande valeur du cloud. Le cloud, ce n'est pas un principe d'infrastructure, ce n'est pas une destination, c'est une manière de travailler. On utilise, nous, d'ailleurs, le terme cloud native pour un peu créer cette différenciation qu'on n'est pas sur un sujet d'infrastructure uniquement, on est bien sur un sujet de manière de travailler et comment on va mettre ce cloud au service des applications. C'est pas une finalité, c'est un levier, quoi. Voilà. Juste, je rajouterai un point, Alexandre, c'était dans ces dimensions-là, c'est aussi la sécurité par défaut, qui est en fait le niveau qu'il faut avoir dans cette démarche DevSecOps, en fait, sur ces aspects sécurité. On l'a vu, Franck, il y a l'aspect people, organisation, que vous avez cité en premier, l'aspect process, méthode, et l'aspect plateforme. Alors là, Alexandre vient nous parler de toute la dimension hybride et multi-cloud. Comment justement passer à l'échelle, comment diffuser cette culture de la Digital Factory au sein d'un groupe? Alors, j'attends la slide. Non, il y a les slides d'abord. Bon. Voilà. C'est juste après. Vous pouvez appuyer. Voilà. C'est celle-ci. Ah ben non, elle n'est pas là. Alors il manque une slide. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Bon, on l'a passé rapidement. C'est celle-là. En fait, oui.
Au-delà de la Digital Factory au sein d'une organisation, en fait, on a 3 principes pour nous qui permettent de changer la culture. Le premier principe qu'on doit mettre en place, c'est tout ce qui est au niveau des outcomes, des objectifs et des outcomes. Comment cascader les objectifs du top management aux équipes produits. Et donc, nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on travaille sur des frameworks type OGSM, c'est Objective Goals, Strategy and Measures. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment permettre au top management ou aux équipes qui sont juste au-dessous d'exprimer quels sont les enjeux de la société et ensuite de les traduire en objectifs clairs pour tous les membres des équipes en dessous. Voilà. Et donc ça, c'est très important d'être dans cette logique-là pour commencer à penser à changer la mentalité. Le deuxième principe, c'est d'avoir une entreprise qui continue à s'améliorer en permanence. Donc on parle de continuous improvement. Et en fait, ce qu'on est en train de mettre en place, donc on voit dans ce schéma, c'est que si on met en place des KPIs et des OKR qui nous permettent de driver l'innovation, on va générer de la data. Et c'est comme ça que on peut rectifier très rapidement la stratégie en termes d'innovation. Donc ça, c'est avoir une organisation vraiment qui soit résiliente et capable de changer, de braquer très rapidement. Le troisième point aussi sur lequel on met beaucoup l'accent, c'est sur l'enablement, la formation du leadership, du top management aussi. Parce qu'en fait, autant si on a le top management qui est vraiment conscient de ce qu'il faut faire en termes de transformation sur la partie innovation, donc transformation des équipes et accompagnement au changement, un leader qui ne serait pas vraiment au courant de ce qui se passe, donc parce que les équipes sont autonomes in fine, pourrait mettre en jeu les capacités d'innovation de l'entreprise. Et donc on travaille vraiment sur ce projet-là. On ne fait pas des universités, mais on embarque aussi les leaders dans un mode de formation pour pouvoir comprendre tout ce principe. Et l'implication du leadership a peut-être été un peu accélérée là, avec l'espace Covid, où il y a une prise de conscience beaucoup plus forte. Je dirais qu'on a peut-être gagné une dizaine d'années en l'espace de 3 mois. Quoi. En fait, c'est un peu le... Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y a certains de nos clients qui nous ont appelés. Je vais prendre un exemple très simple. Notre équipe parisienne, enfin européenne depuis VMware Pivotal Labs a été impliquée dans le développement de l'application Stop Covid sur la partie anglaise. Mm-hmm. Parce qu'en fait, quand l'épidémie est apparue, en fait, cette organisation ne savait pas comment délivrer un software. Mmh. On est dans un ministère de la Santé, comment je fais pour délivrer une application en quelques semaines? Et en fait, ils ont fait appel à nous pour les aider à démarrer et c'est de l'innovation pure en fait. On reviendra sur cette accélération lors de la table ronde en effet, et puis nos amis anglais ont une adoption beaucoup plus forte de l'application Stop Covid. Je crois qu'il y a une petite vidéo aussi qui va illustrer un peu ces propos. Alors on va parler container, mais container physique cette fois-ci. Tout à fait. Avec la société Zim. Si on peut lancer la vidéo. Zim is one of the leading carriers in the global containers shipping industry. Zim was established in 1945 and offers integrated shipping services to customers around the globe. Our unique proposition is our smart, efficient network that ensures stable and reliable services that focus on the needs of our customers. Our task was to provide better decision-making tools for our business in a dynamic market while improving response time to customers and maximizing profit of our vessels. In the past, it was a time-consuming and partially manual process. In addition, decisions were not based on real-time data. We looked for a different approach that would enable us to provide the right solution within months, without investing in a multi-year expensive IT project. VMware's Pivotal Lab was simply a game changer for us. We realized that VMware's solution would not only allow us to get production much faster, it would also teach us a modern methodologies and practice for cloud-native developments. The process began with discovery and framing phase. It opened our eyes and focused our attention on how we could maximize the ROI from a business point of view.
We were able to pinpoint the core features that end users really cared about from a long list of requirements. And we were able to get to production as soon as possible with a workable MVP. Once this product was in the hand of the actual users, we were able to get instant feedback so we could iterate on another release very quickly. Throughout the process, we used modern technology stack, including Tanzu application service and Spring Java framework. This cloud-native platform enabled us to improve our DevOps practices and allow our team to focus on our code and business features. Tanzu application service allowed us to seamlessly move our workload from the public cloud to our private vSphere-based data center using Dell Technologies. Adopting the methodologies, we learned that VMware Pivotal Labs has transformed how business views software development and delivery at Zim. It is no longer a project where we give our input at the beginning and consult till delivery a few months or years later. We work as one team with constant interaction and rapid product delivery. Bottom line, we transformed our organization and platform and became a modern cloud-native development organization. We learned how to manage a product backlog, how to iterate faster on new features, and how to deploy it to production early and often. We can now rapidly build and develop applications that drive business performance. We are now able to provide near real-time answers to any business query and optimize our revenue of any vessel. But even more importantly, with this mixture of modern development platform and modern development practices, we know we'll be able to meet the ever-changing needs in our competitive landscape with minimal time from concept to production. Bien, Franck, est-ce que vous avez un petit commentaire et conclusion sur cette vidéo? Alors, déjà sur cette vidéo, ce client, c'est vraiment un client qui est passé de, entre guillemets, d'un des process vraiment papier, manuel, à quelque chose de très moderne en quelques mois. Donc on était vraiment des coups de fil ou des emails échangés à quelque chose d'automatique. Donc ça c'est bien. Et c'est aussi typiquement ce genre de clients industriels qui viennent nous voir. Et pour le mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est que moi je pense que, pour résumer un petit peu la stratégie d'une Digital Factory et de mettre en place l'innovation au sein d'un grand groupe, la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement d'avoir les bonnes méthodos, les bons outils, les bonnes personnes, ça c'est évident. Le deuxième point, je pense que c'est très important, c'est de mettre en place la bonne gouvernance lean, pour donner le bon niveau d'autonomie aux équipes, mais en même temps de piloter ce que les équipes font. Et le troisième point, je pense que c'est ce qui est très important, c'est parfois ça peut sembler très compliqué de démarrer une démarche d'innovation au sein de la société avec une Digital Factory ou pas au niveau de l'IT. Et donc il faut démarrer rapidement, fail fast, parce qu'à partir du moment où on a mis les bonnes personnes dans la salle, il n'y a pas de problème, on peut échouer, mais en fait on peut avancer et itérer pour trouver les bonnes solutions. Très bien, merci Franck. C'est un changement complet d'état d'esprit. Ça paraît facile comme ça, mais c'est une vraie transformation d'entreprise. Merci Alexandre, qui est toujours avec nous à distance. Merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez être mis en relation avec Franck ou Alexandre. Bien évidemment, on vous mettra en relation.